Shalom Uvracha, bonjour à toutes et à tous. Le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, dans le domaine bien sûr de l'éducation des enfants, c'est notre sujet. C'est en fait de savoir faire la distinction entre les choses qui demandent véritablement une éducation et les choses en fait qui passent avec le temps. Vous savez qu'il y a des comportements, certains comportements chez les enfants qui tout simplement passent avec le temps. Alors pour illustrer le principe qu'on voudrait expliquer, on va raconter une histoire avec le Rav de Brisk. Le Brisk Rav, le Gaon de Brisk, pour ceux qui connaissent pas, c'était comme son nom l'indique, un Gaon, un génie. À l'âge de 16 ans, il connaissait tout le chasse par cœur avec tout Rashi par cœur. Bon. C'était un Rav qui s'était pas mal opposé au mouvement sioniste, pas parce qu'il aimait pas la terre d'Israël, Chazé Shalom, il aimait beaucoup la terre d'Israël, mais si vous voulez, le mouvement sioniste chiloni, c'est-à-dire laïque. Il voyait en fait que ce mouvement allait entraîner de l'assimilation dans le peuple d'Israël. Et effectivement, il y a beaucoup de Juifs qui, en arrivant en Israël, se sont assimilés. En revanche, il était très respectueux du Rav Kook, bien que le Rav Kook, c'était le Rav du sionisme. Il aimait beaucoup le Rav Kook, il était très respectueux du Rav Kook, il appelait le Père Ador, la splendeur de la génération. Donc même s'ils étaient opposés, si vous voulez, un petit peu dans les idées, ils se respectaient beaucoup. Donc cette histoire sur le Brisk Rav se passait chez lui, en fait, à la maison. Et il était, en fait, avec plusieurs rabbanim. Il y avait une grande table comme ça chez lui à la maison. Et plusieurs rabbanim étaient attablés à cette table. Et ils étaient en train, enfin, de parler d'un problème, un problème, en fait, qui concernait la communauté. Un problème assez important, assez grave. Et bon, vous savez, à chaque place, il y avait un rav sur les deux côtés de la table. Et puis, il y avait une place, au bout de la table, qui était vide. Et le Brisk Rav, il était assis, en fait, au bout de la table, comme moi-même je suis assis. Et puis bon, ils sont en pleine discussion, les rabbanim ensemble, pour poser le pour, le contre. Et puis d'un seul coup, il y a un petit enfant qui sait à peine marcher, qui monte sur la chaise qui était en fait libre au bout de la table. De la chaise, il grimpe sur la table, et là il commence à ramper. Il vient vers le Brisk Rav. En fait, c'était son petit-fils. Et le Brisk Rav, alors tout le monde est un petit peu déconcerté. C'est un peu gênant, il sait pas trop ce qui se passe, mais il voit que le Brisk Rav, il réagit pas du tout. Il s'arrête pas du tout de parler, il continue à parler complètement normalement, comme si de rien n'était. Et puis, dès que l'enfant, en fait, arrive jusqu'au Brisk Rav, le Brisk Rav, il prend l'enfant, il le soulève comme ça, il lui fait un petit sourire, et il le dépose. Bon, une fois. Mais l'enfant, ça lui a plu l'histoire. Parce que tous les regards étaient en fait concentrés sur lui. Et puis, le Brisk Rav, il a bien réagi, il a pas été grondé, donc l'enfant rebelote. Il repart de l'autre côté, il monte sur la chaise, il monte sur la table, il rampe, il arrive jusqu'au Brisk Rav, et rebelote, le Brisk Rav, exactement la même réaction, il est aucunement déconcentré, il prend l'enfant, il lui fait un petit sourire, et il le pose. Et troisième fois, l'enfant, il fait ça. Alors là, la troisième fois, il y a un des rabbanim qui était assis à la table, qui n'a pas pu se retenir, qui a pas pu retenir sa question, il était un petit peu désorienté, même un petit peu à la limite irrité. Alors, le Rav en question demande au Brisk Rav, Slicha, Rav, Charles Echol, Sheela, excusez-moi, Gvord Rav, est-ce qu'on peut poser une question? Le Brisk Rav lui dit, bien sûr, Bevadaï, Tishal. Ani lo mevin, en inyan shel chinuch. Il dit, je comprends pas. Est-ce qu'il n'y a pas ici, un inyan, une importance d'éduquer cet enfant? C'est pas des recheret, c'est pas poli de faire ça. C'est pas, vous avez maintenant des adultes, des rabbanim importants, qui sont en train de parler d'un sujet qui est tellement important, et puis cet enfant, il commence à ramper sur la table, ça se fait pas, c'est pas des recheret. Le Brisk Rav le regarde et fronce les sourcils, avec un regard interrogateur, et lui dit, Chinour, éducation? Le Rav lui dit, oui, éducation, vous savez, c'est pas des recheret, pour un enfant de se comporter comme ça, c'est pas poli. Le Brisk Rav lui dit, Chinour? Et puis, au bout d'un moment, il lui dit, est-ce que tu as déjà vu un adulte, alors qu'on est en pleine conférence avec des rabbanim, monter sur une chaise, monter sur une table, ramper sur la table? T'as déjà vu une chose pareille, toi? Il est un petit peu déconcerté par la question du Brisk Rav, il dit non, j'ai jamais vu une chose pareille, à moins que cet adulte soit complètement fou. Il lui dit alors, quel rapport entre ceci et le chinour, et l'éducation des enfants? Souvenez-vous, ce qu'on avait dit au début des cours, dans les premiers cours, on avait expliqué qu'en fait, tout l'intérêt du chinour, tout l'intérêt de l'éducation des enfants, tout ce qu'on cherchait à faire en fait dans le chinour, c'est d'arriver à faire en sorte que l'enfant va en fait intégrer des valeurs, intégrer des comportements
pour le futur. C'est-à-dire que pour le futur, maintenant, par exemple, je voudrais maintenant éduquer mon enfant à être généreux. Alors ça, c'est quelque chose qui, effectivement, sera lié à l'éducation des enfants. Parce qu'on peut être généreux quand on grandira, mais on peut aussi ne pas être généreux. Mais quand on parle d'une chose pareille, d'une chose en fait qui passe avec le temps, comme on l'a dit en fait au début du cours, on n'a jamais vu un adulte faire une chose pareille. Donc pourquoi est-ce que tu veux lier ceci avec un problème de chinour, avec un problème d'éducation? Alors le Rav lui dit, écoute, si vraiment la chose te dérange, ce qui est possible, ça se peut que ça te dérange, entre parenthèses, si ça se dérange, c'est un petit peu un problème de bidon, ça je sais pas s'il l'a dit parce que c'était quand même en public, mais c'est sûr que c'est un petit peu un problème de midot. Le Rav est il est un peu touché en fait dans son kavod, qu'un petit enfant maintenant il vient les déranger alors qu'ils sont en train de parler de quelque chose de tellement important. Alors si toi ça te dérange, on peut faire quelque chose pour effectivement faire en sorte que cet enfant arrête de grimper sur la table. Mais il faut bien comprendre que ça n'a rien à voir avec le chinour, ça n'a rien à voir avec l'éducation des enfants. Bon, vous allez me dire, comme on dit dans le langage de la Gemara, Ma'inav Kamina, quelle est la conséquence pratique? De toute façon, s'il faut faire quelque chose, alors il faut faire quelque chose. En fait, la conséquence pratique, c'est que peut-être qu'il va falloir faire quelque chose. Mais alors, ce qu'il aurait fait le Rav dans ce cas-là, c'est qu'il va prendre l'enfant, il va lui donner un petit jouet, il va continuer à lui sourire, il va lui dire, voilà, joue avec ton jouet, comme ça tu vas plus nous déranger. Mais en aucun cas, on va gronder, réprimander, et encore moins punir l'enfant pour une chose pareille. C'est cela la conséquence pratique qui est essentielle ici à comprendre. Pourquoi? Parce que, en fait, dans la plupart des maisons, on se rend compte qu'en fait, on gronde, on punit les enfants et on réprimande les enfants sur des cas qui sont tout à fait similaires. En d'autres termes, on est en train de les punir et on est en train de les réprimander. On leur reproche en fait d'être des enfants. Alors nous, en tant qu'adultes, c'est vrai qu'il y a certains comportements chez les enfants qui peuvent nous déranger. Et c'est vrai que nous aussi, pour qu'on puisse faire notre travail de parents, quelquefois on n'en peut plus et quelquefois on a besoin un petit peu de calmer les enfants. Très très bien. Alors il va falloir y aller avec le dos de la cuillère. Il va falloir y aller avec gentillesse, pas avec agressivité, surtout pas avec des reproches. Parce que quand vous reprochez à l'enfant quelque chose qui est intrinsèque, quelque chose qui est complètement propre à l'enfant, en fait vous lui laissez aucune possibilité de se corriger. Donc l'enfant, doucement, il va prendre un tas de mythes, il va se dire, je suis un mauvais enfant. Par exemple, un enfant qui est un petit peu turbulent, qui bouge beaucoup. Aujourd'hui, malheureusement, dans la plupart des écoles, le truc qui est très très à la mode, c'est de systématiquement diagnoser et de dire que l'enfant, il est hyperactif. Kol Sheni Vechamishi, ici aussi en Israël, on donne la Ritalin pour les enfants. Alors, je dis pas que le Rav est contre la Ritalin, le Rav dit que un enfant qui a besoin de Ritalin, et si on lui donne pas, c'est un pécha. C'est un vrai péché de pas donner à un enfant qui en a vraiment besoin la Ritalin. Mais le Rav dit aussi que donner la Ritalin à un enfant qui n'en a pas besoin, ça aussi c'est un pécha. Ça aussi c'est un véritable péché. Parce qu'en fait, vous lui donnez des béquilles alors qu'il n'a pas besoin de béquilles. Et doucement, il va s'habituer à ces béquilles, et puis alors qu'il en a jamais eu besoin. Quoi qu'il en soit, c'est propre à l'enfant d'avoir besoin de se dépenser, d'avoir besoin de bouger. Et ce qui est sûr et certain, c'est que dans la société moderne, si vous voulez, les habitations, elles sont plus adaptées aux enfants. Il y a un véritable problème. Vous savez, à l'époque, on vivait dans des maisons, et puis on était en plein air. Il n'y avait pas les routes dehors. La mère n'avait pas toujours systématiquement peur pour son enfant qu'il aille sur la route, ou alors qu'il aille dans un endroit dangereux. À l'époque, tout était ouvert. Donc les enfants, ils pouvaient en fait grandir comme ça, et bouger, et se dépenser comme en fait tout enfant normal en a besoin. C'est vrai que d'un enfant à un autre, c'est un petit peu différent. Vous avez des enfants qui ont plus besoin de se dépenser que d'autres. Mais de dire qu'un enfant qui a besoin de se dépenser, il est hyperactif, arriver à cette conclusion hâtive, très très souvent, on se trompe. Et très très souvent, en fait, notre réaction, elle est beaucoup plus par rapport à notre difficulté à gérer les comportements des enfants plutôt qu'à l'enfant lui-même. On va maintenant dire que l'enfant, il a un problème alors que l'enfant n'a pas de problème. C'est nous qui avons un problème. Qui peut être certains problèmes. Peut-être parce qu'on vit dans un appartement, parce que l'appartement il est petit, peut-être parce qu'on a des meubles qui coûtent cher, et qu'on a peur que l'enfant abîme les meubles, ou peut-être qu'on a des meubles aussi dangereux. Il y a une dame qui est venue me voir, m'a dit, je suis très très inquiète, on a une table en verre avec des angles assez dangereux, et je suis systématiquement en train de dire à mon enfant d'arrêter de bouger, d'arrêter de courir, parce que j'ai tellement peur qu'il se prenne le verre dans la tête. J'ai dit, mais écoutez madame, changez de table. Vous allez maintenant étouffer votre enfant, l'empêcher de bouger, l'empêcher d'être un enfant, parce que vous avez maintenant une table en verre. Changez de table, tout simplement. Qui est le plus important, la table ou l'enfant? Aussi, le Rav raconte que lui, à la maison, il a un canapé qui est complètement pourri. Pourquoi? Pas parce qu'il n'a pas les moyens de se payer un beau canapé en cuir
je sais pas moi, Nicoletti, comme ça il s'appelle, les marques la marque italienne des beaux canapés, mais tout simplement parce qu'il veut pouvoir laisser la possibilité à ses enfants de sauter sur le canapé. Parce que c'est très bon pour l'épanouissement. Alors, je vous dis pas forcément de faire ça. C'est vrai que quelquefois, il y a des mamans qui sont plus ou moins macpidotes, qui sont plus ou moins rigoureuses sur leur canapé, sur leurs meubles, etc. C'est un exemple un petit peu extrême qu'on a donné. Mais dans le principe, il faut comprendre que on peut pas reprocher à l'enfant d'être un enfant et on peut pas justifier, en fait, toute la pression qu'on va mettre sur l'enfant, en fait, pour le rendre un petit peu comme une belle image qui bouge pas et qui fait pas de problème, et de prétexter qu'on est en train d'éduquer l'enfant. Aucunement, on est en train d'éduquer l'enfant. Il faut bien comprendre qu'on est en train de gérer maintenant un problème qui est un problème technique. Et ça n'a rien à voir avec l'éducation de l'enfant. Et comme on l'a dit, la conséquence pratique de cela, c'est ou alors qu'il faudra adapter, en fait, l'environnement à l'enfant, ou alors, si vraiment on peut pas, et que si vraiment ça nous pose un véritable problème de midote, alors au moins y aller avec le dos de la cuillère et demander à l'enfant gentiment. Moi, par exemple, vous savez, j'ai un exemple tout frais. Hier soir, je suis rentré à la maison, puis mes enfants, ils criaient. Ils jouaient, ils rigolent, ils courent. Et puis j'avais mal à la tête. Alors, c'est vrai que ça me dérangeait. Mais l'approche que j'ai eue avec mes enfants, je leur ai pas dit, mais c'est pas possible. Vous pouvez pas tenir en place une seconde. Comme ça, normalement, on aurait été tenté de réagir. On est fatigué, on a mal à la tête. Donc, on va crier sur les enfants. On va les réprimander. Mais l'enfant, c'est un enfant. Il a le droit d'être un enfant. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir que je souffre? Non. Mais ça veut dire que mon approche va être différente. Effectivement, je vais aller voir les enfants. Je leur ai dit, écoutez, mes enfants, s'il vous plaît, papa, il a mal à la tête, vous avez les baroches. S'il y a besoin de le redire une deuxième fois, je le redirai une deuxième fois. Je ne me mettrai pas en colère. Parce qu'il n'y a pas lieu de se mettre en colère face à un comportement d'un enfant qui est un comportement d'enfant. C'est tout à fait normal. Encore un exemple pour illustrer ce principe, parce que c'est un principe qu'il faut bien comprendre. Le Rav nous dit ici que malheureusement, il se rend compte que la plupart des cas des parents qui viennent le voir et qui ont des gros problèmes d'éducation, très très vite, en discutant quelques minutes avec les parents, on se rend compte que ça n'est pas du tout un problème d'éducation. C'est un problème technique, qui peut se régler de façon technique. Encore un exemple ici, ça c'était un exemple qui m'avait beaucoup marqué, d'une ganénette de ma fille, qui était une ganénette qui avait énormément de chorma, énormément d'intelligence dans le domaine de l'éducation des enfants. C'était en fait les premiers jours où les enfants arrivaient au GAN, et comme vous savez, le premier jour où les enfants ils arrivent au GAN, c'est la tismorette, d'accord? Ils pleurent, ils crient, ils veulent pas séparer de leurs parents. Moi aussi, c'était en fait la première année où ma fille en fait se séparait de nous, parce que ma femme a un GAN à la maison, donc elle était restée assez tard, et donc la séparation est encore plus dure. Ma fille, elle pleurait, et puis j'ai trouvé vraiment ça extraordinaire ce qu'elle faisait, cette ganénette. Alors, vous comprenez bien que quand vous avez maintenant un groupe, au début quand tout le monde pleure, tout le monde pleure, ça dérange pas. Mais quand vous avez maintenant un groupe qui commence maintenant à arrêter de pleurer, un groupe qui est en train de se faire, oui, et que vous avez un enfant, après un mois, il continue à pleurer, c'était le cas de ma fille, parce qu'elle avait une difficulté particulière, contrairement aux autres enfants qui avaient déjà été habitués à des misgarotes, elle n'était pas habituée. Alors comment on va faire? Si je laisse cet enfant maintenant au milieu du GAN, je pourrais pas enseigner. Et puis en plus, ça va donner envie à d'autres enfants de pleurer. Eh bien, regardez ce qu'elle a fait, elle fait quelque chose de très très intelligent. Elle a fait ça, et ce qui m'a plu, c'est qu'elle a fait ça devant moi. Elle n'a pas honte de faire ça. Parce qu'elle savait très bien que c'était la bonne chose à faire. Elle s'est mise devant l'enfant, elle a essayé d'attendre un petit peu qu'elle se calme, et quand elle a vu qu'elle voulait pas se calmer, elle lui dit, regarde ma chérie. Dans le GAN ici, tu vois, dans cette pièce-là, il y avait la pièce du GAN, et puis il y avait une pièce qui était ouverte aussi, qui était annexe. Dans cette pièce-là, on peut pas pleurer. On peut pas, parce que c'est le GAN. Si tu as envie de pleurer, tu vois, regarde, juste à côté, tu as un canapé, tu peux t'asseoir sur le canapé et tu peux pleurer. C'est le canapé des pleurs. Alors, regardez comme c'est bien présenté. Ça veut dire que, même dans l'intonation ici, je suis en train de dire à l'enfant, tu as le droit de pleurer. Tu as le droit d'être un enfant. À mon humble avis, je trouve ça vraiment bête. Les expressions du genre, c'est pas beau de pleurer. Ah, il faut pas pleurer. Ah, t'es un grand. Si l'enfant a besoin de pleurer, laissez-le pleurer. Ça me pose un problème technique, réglons le problème technique. Mais ne faisons pas de reproches à l'enfant. Et là, effectivement, ça a été extraordinaire. Parce que quand vous laissez l'enfant, en fait, s'exprimer, eh ben, il arrive très rapidement à dépasser le problème. Vous lui laissez la possibilité d'avoir des sentiments, d'avoir des peurs, d'avoir des craintes, d'avoir des émotions. À partir du moment où vous lui laissez le droit à ressentir ces choses-là, c'est là qu'il arrive à les dépasser. Et doucement, doucement, ça s'est réglé.
Ma fille a compris qu'il y avait le canapé sur lequel on avait le droit de pleurer. Elle s'assoit sur le canapé, elle pleure quand elle a envie. Bien entendu, le canapé, il était dirigé vers l'autre côté, parce que s'il est dirigé vers vous, ça vous fait comme un haut-parleur qui vous crie dans les oreilles. Donc il était dirigé de l'autre côté, de façon à ce que la gamellette, bien sûr, puisse voir qu'il n'y a rien de grave qui se passe avec l'enfant. Il y avait quand même un contact visuel. C'était vraiment quelque chose, à mon avis, c'est une véritable leçon dans le domaine de l'éducation et ça illustre exactement ce qu'on est en train de dire. Encore un autre exemple qui est assez amusant. Une fois, une femme vient voir le Rav pour demander en fait un conseil dans le domaine de l'éducation. Le Rav dit oui, madame, quel est le problème? La femme dit écoutez, j'ai un très gros problème avec mon enfant. Il est vandale, sadique. Pas de sadique, sadique. Vandale, sadique. Expliquez-moi. Eh bien, écoutez, je vais vous expliquer, c'est très simple. J'adore les plantes. Et j'ai plein de très belles plantes à la maison. Et des plantes, certaines coûtent très cher. Et puis l'enfant, il a un malin plaisir à arracher toutes les feuilles des plantes de la maison. Mais attendez, alors pourquoi vous dites qu'il est sadique? Ça, vandale, ok, j'ai compris. Pourquoi sadique? Parce que quand il arrache la feuille, il me regarde et il sourit. Et tac, il arrache et il sourit. Et moi, ça me rend folle, ça met dans ton état. Il le sait très bien. Et il continue. Comment régler un tel problème? Chère madame, votre enfant n'est ni vandale, ni sadique. C'est un sadique peut-être, mais c'est pas un sadique. La raison pour laquelle il arrache toutes ces feuilles de plantes, c'est tout simplement, encore une fois, quelque chose qui est complètement naturel et intrinsèque, et aussi nécessaire pour l'épanouissement, pour le développement de l'enfant. L'enfant a besoin de découvrir le monde. Donc, il voit une feuille, il voit quelque chose comme ça qui est vert, c'est intéressant. Quelquefois, il a besoin de couper, de disséquer, de voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est tout à fait naturel. La raison pour laquelle il vous regarde à chaque fois qu'il arrache la feuille de la plante, il vous regarde et fait un petit sourire comme ça, c'est pas parce qu'il est sadique, c'est parce que ça aussi c'est quelque chose qui l'intéresse. Ça aussi c'est quelque chose qui est intéressant, de voir le rapport de cause à effet entre le décollement de la feuille d'une plante et la couleur de la peau du visage de maman, qui devient tout rouge. Ça aussi c'est quelque chose de passionnant, d'intéressant. Et ça donne envie de recommencer. Ni sadique, ni vandale. Quelle est la solution dans ce cas-là? Évidemment, la solution n'était pas la solution qui était adoptée par la mère jusqu'à présent, de le punir, de le gronder, de crier, de devenir toute rouge. Sûrement pas. La solution est toute simple, chère madame. Achetez des plantes artificielles. À moins que vous pensiez que vos plantes sont plus importantes que l'enfant, alors continuez à punir votre enfant, continuez à le crier dessus, continuez à faire toutes ces choses-là qui vont en fait lui rentrer dans la tête que c'est un Yeledra, un enfant, un mauvais enfant, un enfant qui est pas gentil avec maman, qui est méchant. Vous allez lui rentrer cette idée dans la tête pour finir, véritablement, il va vraiment avoir des comportements véritablement méchants à force de rentrer ça sur la tête, dans la tête. Il va falloir choisir entre les plantes ou l'enfant.